Bonsoir à tous. Donc le thème, le sujet que j'ai retenu dans ce dossier EPS 85 que je vais défendre ce soir, c'est l'idée que l'engagement de l'élève est important à comprendre si on veut éclairer ce qui occasionne des continuités dans les apprentissages et des discontinuités dans les apprentissages. Donc l'engagement, un petit peu pour me positionner par rapport aux deux présentations qui ont précédé, l'engagement, je ne vais pas l'envisager comme une composante isolable sur laquelle on va agir, mais comme une composante qui s'enchevêtre avec d'autres éléments de l'expérience, avec les connaissances, avec ce qui fait choc dans l'expérience d'un élève, etc. Donc je ne vais pas l'isoler, je vais essayer de l'envisager dans la complexité de l'expérience. J'ai noté discontinuité et continuité parce qu'un petit peu comme Maxime l'a dit tout à l'heure sur l'idée que souvent on a tendance à chercher des leviers pour engager en oubliant ce qui désengage. C'est un petit peu la même chose sur la continuité et la discontinuité. Je pense que souvent on a tendance à retenir les solutions en oubliant les problèmes auxquels elles essayent d'apporter une réponse. Et quand on oublie un peu ce qui ne marche pas, ça dévitalise un petit peu les propositions, ça leur fait perdre du sens. Et donc je pense que c'est important de montrer ce qui ne marche pas toujours pour comprendre ce qu'on propose et qui pourrait marcher. Et puis discontinuité aussi parce qu'on ne cherche pas toujours une continuité d'apprentissage, d'engagement. Des fois, il y a des cercles vertueux. Mais des fois, comme dans le cas d'élèves obèses, il y a des cercles vicieux. Et si on vise toujours cette continuité, eh bien on enferme dans un engagement qui est peu productif. Donc des fois, il faut savoir déconnecter des expériences. Donc je vais balayer trois points. Le premier et le troisième assez vite, un tour d'horizon de pratique et puis une mise en intrigue un peu de ces pratiques en vous disant attention, on a des façons de faire, des routines, mais qui méritent d'être questionnées pour ne pas passer trop vite de nos croyances, de nos souhaits à une théorie. Une dernière sur des leviers que je regroupe autour d'une pédagogie des histoires sur laquelle j'irai assez vite aussi parce que j'ai peu de temps pour développer et puis il faut bien vous inviter aussi à aller lire le dossier EPS 85 donc des propositions que j'ai développées un peu plus de façon plus approfondie dans ce dossier et puis je passerai plus de temps sur les études empiriques pour comprendre vraiment ce qui se joue, ce qui se tisse comme lien entre engagement et apprentissage. Alors pour commencer, sur des évidences qui méritent d'être questionnées, je pense qu'on a une façon de faire quand on pense une leçon, quand on pense aussi une séquence, je vais y revenir juste après. Cette façon de faire, c'est de penser un petit peu en termes de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. C'est-à-dire qu'on a un schéma de pensée qui nous laisse penser que on doit pouvoir apprendre des choses essentielles dans des tâches assez épurées, en début de leçon. Et puis, on va essayer de ressortir ce qui fait que ça fonctionne pour essayer de recontextualiser à la fin de la leçon dans une situation de match. Ça donne une leçon de ce type. Je veux que mes élèves travaillent sur l'amplitude de la poussée des jambes en escalade. Je veux qu'ils retardent un petit peu le moment où ils vont retrouver 4 appuis. Je veux qu'ils travaillent sur la coordination entre tirer avec une main et pousser sur le pied opposé, etc. Et donc, de façon assez classique, je veux mettre en évidence dès l'échauffement ces principes fondamentaux. Et donc, je vais proposer une situation de bloc. Et je vais dire à mes élèves, essayez d'aller le plus haut possible en utilisant 2 prises de main. Et là, on va avoir des élèves qui effectivement y arrivent. On va avoir des élèves qui vont haut, qui trouvent des solutions hyper intéressantes. Sauf qu'après, quand on va leur demander dans une autre situation non plus d'aller le plus haut possible avec un nombre limité de prises, mais d'aller jusqu'en haut, par exemple, en utilisant un minimum de prises, eh bien, il risque d'y avoir une discontinuité. Parce que du point de vue de l'élève, c'est pas la même chose. Du point de vue du prof, ça semble être une logique didactique implacable. Puisque mes élèves savent le faire en bloc, alors ils vont le faire en moulinette. Puisqu'ils arrivent à aller haut avec un nombre limité de prises, alors ils vont aller en haut en utilisant le moins de prises possible. Mais pour l'élève, c'est pas la même chose. Dans le deuxième cas, son engagement, c'est aller en haut. Et éventuellement, si je peux, je vais utiliser un peu moins de prises. Dans le premier cas, c'était aller le plus haut possible. Et ça va occasionner, en termes de comportement d'élève, en termes d'action, parfois des discontinuités. Là où il y a une continuité didactique du point de vue du prof, ça peut occasionner des discontinuités d'expérience du point de vue des élèves. Et donc, quand on va revenir à la fin de la leçon en disant « maintenant, vous allez sur une voie qui correspond au meilleur de votre niveau et vous allez essayer d'y arriver ou de sortir une voie d'une cotation tout juste supérieure parce que vous allez gagner en amplitude, eh bien on va être confronté à une
un éternel constat, l'éternel débutant, c'est-à-dire qu'on aura des élèves qui se seront transformés dans les tâches d'apprentissage, mais qu'on n'aura pas mis en situation de réinvestir ce qu'ils ont appris dans les situations un petit peu plus globales de pratiques non aménagées. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, je fais référence à une petite chronophotographie que j'avais relevée dans le cadre de ma thèse. On a une élève à gauche qui, en début de leçon, a été confrontée à une tâche qui consistait à grimper avec une charge additionnelle, un sac lesté de 10% de son poids de corps. Et donc cette élève, eh bien, assez vite, elle s'est adaptée et elle a réussi à faire ce que le prof attendait, c'est-à-dire de se rapprocher du mur, de pousser si possible avec l'extérieur du pied, de poser, charger, pousser. Et on voit sur la troisième vignette une élève qui se transforme par rapport à ce qu'elle faisait avant. Mais à la fin de la leçon, le prof dit « Bon, bah maintenant que vous savez le faire avec le sac lesté, eh bien, vous allez le faire sur une voie de votre choix et vous allez essayer de réinvestir ce qu'on a appris. Il va falloir vous économiser, vous équilibrer et on doit vous retrouver proche du mur, si possible sur les carrés externes, en utilisant des prises verticales. » Et là, à la troisième vignette, on retrouve notre élève, éternelle débutante, comme s'il ne s'était rien passé. Elle sait faire dans la tâche, mais quand on la remet dans une autre situation où il n'y a plus cette contrainte, ça ne marche plus. Ça veut bien dire qu'il faut être vigilant par rapport à ce principe qui nous fait fonctionner de contextualisation, décontextualisation, recontextualisation, parce que dans les faits, c'est pas si évident que ça, et j'y reviendrai tout à l'heure. De la même manière, quand on pense une séquence, quand on pense ou un cycle au lycée, on a aussi un schéma qui nous aide à penser ces enchaînements de leçons. C'est un schéma de pédagogie de l'intégration, c'est-à-dire qu'on pense qu'en développant, en acquérant des éléments isolés dans des tâches qui sont épurées, eh bien, on va pouvoir après, à la fin de la séquence, permettre aux élèves d'intégrer, de relier ce qui avait été appris de manière déliée. Et on arrive à des progressions du type, alors là je l'ai mis en gymnastique, ou alors on pourrait l'avoir en danse, du type leçon 1, je travaille sur l'espace, leçon 2, je travaille sur le temps, leçon 3 sur l'énergie, leçon 4 sur les interactions entre élèves, et puis par magie, leçon 5, vous allez commencer à créer votre chorégraphie individuelle et on va vous demander d'intégrer tout ça, de relier ce qui aurait été appris isolément. Et là encore, eh bien, c'est pas si évident que ça, parce que les élèves, quand ils ont appris au départ, eh bien, ils n'étaient pas dans la perspective de produire une chorégraphie individuelle. Alors, quelques éléments pour illustrer un petit peu ce que je dis, cette méfiance vis-à-vis de cette pédagogie de l'intégration. Vous avez sur ce schéma, alors c'est un peu rogné des deux côtés, hein, je suis désolé, vous avez en rouge le nombre de connaissances qui sont construites dans une leçon et qui vont être remobilisées le jour de l'évaluation. Et on se rend compte que dans chaque leçon, eh bien, il y a plein de choses qui sont apprises, mais il y a peu de choses qui servent, qui sont réinvesties, qui vont être remobilisées dans l'évaluation. Il y a même des leçons comme la leçon 3 où les élèves apprennent des choses qui ne servent à rien sur le plan de ce qu'ils auront à faire le jour de l'évaluation. Pourtant, cette leçon 3, c'était une leçon où les élèves grimpaient par deux, ils étaient encordés avec un fil de laine, ils devaient aller jusqu'en haut et la laine ne devait pas se casser pour les obliger à prendre des postures un peu inhabituelles, pour les obliger à attendre l'autre par des positions de moindre effort, pour les obliger à s'écarter, à communiquer, etc. Donc, sur le papier, super comme leçon. Et en fait, de ce que les élèves retiennent, en l'occurrence 7 élèves, eh bien, rien n'arrive dans la leçon 7, le jour où ils ont été évalués. Donc, attention à ces croyances qu'on peut avoir sur la puissance d'un modèle de pédagogie de l'intégration où, en acquérant des éléments isolés, on va par magie les intégrer, les relier dans une tâche complexe. Donc il ne faut pas passer trop vite des souhaits à la théorisation, je vous le disais tout à l'heure. Il faut savoir questionner, il faut confronter un petit peu ces hypothèses à l'empirie. Et pour le faire, eh bien, je vais me pencher sur des études que nous avons menées dans le cadre du laboratoire Motricité, Interaction, Performance de Nantes. Alors, il y a des études d'Agathe Evin sur l'art du cirque, de Marie-Cécile Crans sur la danse qui sont intéressantes parce qu'on aborde un empan temporel long. Et puis, je vais illustrer avec celle que je connais le mieux, l'étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse avec des secondes en escalade. Et puis une étude passée et et que je mène toujours d'ailleurs en kayak de mer avec des élèves de 3e. Et ce qui m'intéresse à travers ces études ce soir, c'est de vous montrer
ce qui nous permet de comprendre qu'un élève mobilise ou non, remobilise ou non des connaissances qu'il a pu construire dans une tâche et à un autre moment de la séquence. Alors, de façon assez classique, quand on cherche à répondre à cette question, on essaie de reconstruire l'expérience des élèves. Parce que l'expérience, on ne peut pas la recueillir en tant que telle, on peut en recueillir des traces, mais ces traces, elles méritent d'être reconstruites, d'être combinées pour essayer de capter un petit peu, d'éclairer l'expérience des élèves. Donc de façon classique, dans les études que nous menons, dans le programme du cours d'action, on confronte des données qu'on enregistre in situ, des enregistrements audiovisuels, et puis des données qu'on recueille lors d'entretiens d'autoconfrontation. Et puis par exemple, là sur cet élève qui, dans une leçon, expliquait, là je fais une pause de 2 secondes, je me chauffe un peu et j'y vais. Et puis la leçon suivante, il est en train de dire à une élève, fais une pause à cet endroit-là, et bien on le questionne. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il faut faire une pause? Qu'est-ce qui t'amène à donner ce conseil à Anaïs? Et là, dans l'autoconfrontation, l'élève explique, là je lui dis de faire une pause parce que des fois ça ne sert à rien de monter vite et de forcer sur les bras et les jambes. Il faut prendre le temps de bien se placer, de ne pas se fatiguer inutilement. Là je repense à la voie orange en fait, où je fais une pause de 2 secondes, je me chauffe un peu et j'y vais. Donc là on capte un moment où effectivement l'élève a appris quelque chose qui n'était pas du tout prévu par le prof d'ailleurs, qui est avant un passage difficile, il faut faire une pause, et qui remobilise ce quelque chose, cet élément de connaissance, un petit peu plus tard dans la séquence. Donc avec ces données, on essaie de reconstruire l'expérience de l'élève, et cette expérience, par définition, par hypothèse, elle est traversée par 6 composantes. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on peut reconstruire l'expérience en renseignant ces 6 composantes, dont l'engagement, qui est le centre de mon intervention pour ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à chaque instant dans l'expérience d'un élève? Donc l'engagement, c'est-à-dire ses préoccupations, la réponse à la question « Qu'est-ce que tu cherches à faire là ?» Et là, si Alexandre répond à cette question, il va dire là, je cherche à sortir cette voie orange, je cherche à sortir une voie difficile, je cherche à faire aussi bien que Mathias. On a aussi, à chaque moment de l'expérience, des attentes, des anticipations. Qu'est-ce que tu t'attends? À quoi tu t'attends en faisant cette pause à cet endroit-là? Là, je m'attends à être un peu moins fatigué. Je m'attends à ce que ce soit plus facile de franchir le toit juste après. On peut renseigner aussi le représentamen, c'est-à-dire les focalisations, les perceptions, les jugements perceptifs de l'élève. Donc si je suis en entretien, je vais poser la question, et là à ce moment-là, à quoi tu fais attention? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui attire ton attention? Donc là on voit que ce qui attire l'attention, c'est le toit, c'est l'impression que le toit est difficile, c'est aussi la couleur de la voie, c'est aussi le défi à relever. Et puis enfin, on renseigne l'unité d'expérience, c'est-à-dire ce que fait l'élève, ce qu'il dit, ce qu'il se dit à ce moment-là. Et là, on peut le renseigner par l'action. L'élève fait une pause avant le passage du toit. Sauf que ce qui nous intéresse le plus, par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure, de savoir ce que l'élève remobilise et à quelles conditions il remobilise, ce sont 2 composantes qu'on ne peut pas renseigner directement. Ce qu'on appelle le référentiel, l'interprétance, c'est-à-dire les connaissances mobilisées et les connaissances construites, transformées par l'expérience. Et donc, on ne pose pas la question à l'élève, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as comme connaissances, voilà, ce ne sont pas ces connaissances qui nous intéressent, ce sont les connaissances en acte, les connaissances qui font fonctionner l'élève, les connaissances qui sont enfouies dans l'action. Et donc, pour renseigner ces catégories, on va partir du principe qu'une action, c'est toujours un possible qui s'actualise. C'est-à-dire que s'il y a des actions qui se répètent, on va inférer à ce moment-là la connaissance. C'est en comparant des unités d'expérience qu'on va pouvoir inférer les connaissances que l'élève mobilise vraiment à cet instant-là. Quand l'élève a dit 2 fois fait une pause avant ce passage, c'est certainement qu'il y a quelque chose qu'il a construit, une régularité qu'il a construit entre la perception de la difficulté et la nécessité de faire une pause avant un passage difficile. Alors, la question que je posais tout à l'heure, c'était donc qu'est-ce qui fait qu'un élève va remobiliser des connaissances dans une autre tâche, dans une autre leçon? Et là, à cette question-là, on a un premier élément de réponse qui est à rechercher dans le couplage qu'il y a entre les actions, les verbalisations, les interprétations et le représentamen, c'est-à-dire la situation de l'acteur, ce qui fait signe à cet instant-là. Autrement dit, un élève
agit compte tenu de la situation dans laquelle il est. D'accord ? Action et situation sont couplées, c'est une, voilà, on le dit, et c'est une formule que vous avez sûrement entendue, mais il y a plusieurs façons de l'interpréter. La façon la plus faible en termes de conception, c'est de dire, donc, il est important de tenir compte du contexte pour comprendre les apprentissages. Et puis la conception la plus forte et plus radicale, c'est de dire, eh bien, la situation, elle fait partie de l'apprentissage. Apprendre, c'est construire sa situation. Apprendre, c'est construire son espace, l'espace dans lequel je vais agir. Je vous montre une image qui évoque un peu cette idée. Si on se centre que sur les actions, on va dire, l'élève en haut, elle lève la tête. On est en kayak, elle essaye d'esquimoter, elle lève la tête, elle fait une erreur, donc elle va retomber. Et puis l'élève qui est en bas, il a la tête dans l'eau, il flotte et effectivement, il va pouvoir esquimoter. Mais vous voyez que ces élèves qui sont dans le même contexte, ils ont deux bidons, ils ont deux élèves qui les parent, ils ont le même kayak, ils sont sur le même plan d'eau, ils ne sont pas du tout dans la même situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'action de l'élève si on n'éclaire pas sa situation à cet instant-là. La situation de l'élève qui est en haut, c'est la situation d'une élève qui a un rapport hostile, un rapport d'adversité avec l'eau. L'eau fait peur, elle ne veut pas se noyer, elle ne sait pas si ses partenaires vont la remonter, donc elle est dans une situation anxiogène et ses actions prennent du sens compte tenu de sa situation. Et puis l'élève qui est en bas, eh bien lui, il a déjà construit quelque chose autour de l'eau permet de porter, l'eau permet de flotter, et si je laisse longtemps ma tête dans l'eau, eh bien, elle va peser moins lourd et je vais pouvoir mieux m'équilibrer, mieux agir sur l'eau et réussir à esquimoter. Donc vous voyez que les connaissances, déjà, ce ne sont pas que des actions qu'on reconnaît comme pertinentes, mais c'est un couplage entre ces actions pertinentes et des éléments qui font choc, qui font signe, qui sont significatifs dans la situation. Et de façon plus radicale, je vous le disais tout à l'heure, on peut même penser que l'espace d'action, la situation, le monde propre de l'élève, ce n'est pas qu'un ensemble de propriétés qui va avoir une incidence sur les apprentissages, qui est un contexte pour les apprentissages, mais c'est ce qui s'apprend. C'est vraiment ce qui s'apprend, ça doit aussi faire partie du curriculum de l'élève. Le curriculum, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est pas que des actions, une liste d'actions à réaliser, c'est aussi une relation à établir avec son environnement.